Jacques. Non, on parle très fort. Merci pour ce magnifique exposé. Je pense qu'il y a un grand personnage dont vous n'avez pas parlé et qui peut jouer un rôle très important pour l'avenir, c'est le climat. Ne pensez-vous pas que le climat va bientôt s'inviter, puisque jusqu'à maintenant il est assez discret finalement. Ne pensez-vous pas que très prochainement, rapidement, il va prendre, par les méfaits, par les catastrophes qui vont arriver, il va prendre une place telle que les discussions, les palabres entre diplomates vont passer au second plan et qu'il faudra nécessairement agir? Je ne vois pas comment on peut trouver pire que ce qui est arrivé aux États-Unis, par exemple, avec les cyclones, hein, avec Katrina, avec, je ne sais plus comment ça s'appelle le dernier à Houston, etc. Et avec les incendies californiens, c'est vraiment extrêmement violent déjà. L'impact est très fort. Et d'ailleurs, Trump, toute son administration considère que le changement climatique, c'est une réalité et une vraie menace. Et même le Pentagone, il y a 30% des bases militaires américaines sont menacées par des inondations, des sécheresses. Enfin, le Pentagone, c'est un rapport d'il y a quelques jours. Et donc, si vous voulez, ça ne suffit pas. Voilà, ça ne suffit pas. Pourquoi ça ne suffit pas? Ça ne suffit pas parce que Trump, il veut être réélu, point. Il s'intéresse à sa base électorale. Et d'ailleurs, il fait ce qu'il dit, hein, il veut faire son mur, là, donc on va voir s'il y arrive, parce que Madame Nancy Pelosi ne veut pas, donc ça va vraiment un bras de fer en ce moment. Le climat, regardez les Russes, le passage par le nord en été, c'est bon. Bon, et donc les Russes, mais ils envoient des bateaux, d'ailleurs ils l'appellent Christophe de Margerie, le premier bateau qui est passé, etc. Donc eux, ils vont gagner en partie, dans une certaine mesure. Donc, si vous voulez, Trump, il envoie des forages en Alaska maintenant, dans toutes les zones qui étaient protégées naguère. Maintenant, elles sont ouvertes à l'exploration pétrolière. Donc, est-ce que le climat va nous rendre sages? Je ne suis pas sûr. On peut nous rendre fous. Parce que, si vous voulez, quand vous êtes devant une menace mondiale, ou bien c'est on s'entend tous, ou bien c'est chacun pour soi. Et donc, c'est ça la question gravissime, d'ailleurs, d'aujourd'hui. L'eau, l'eau devient une question mondiale de plus en plus, alors qu'avant c'était une question locale et on nous apprenait dans les écoles ce que ça se gérait localement l'eau. Mais pas du tout, ça devient maintenant. On voit le cycle mondial de l'eau et on voit bien qu'il faut dessaler l'eau de mer, on voit bien qu'on n'y arrive pas, on voit bien qu'il va falloir réduire la part qui est prise par l'agriculture. 70% de l'eau c'est l'agriculture, c'est beaucoup trop, on en a besoin ailleurs, etc. J'espère que vous avez raison. Mais je ne suis pas sûr que ce soit le climat ou la politique qui soit la première là-dedans. Regardez les jeunes là, ou les étudiants qui disent « moi je ne veux pas travailler dans une entreprise si elle ne respecte pas le climat », etc. Donc il y a des choses qui sont très très positives et qui peuvent donner de l'espérance. Moi je pense que ça viendra plutôt de l'homme, de la politique, avant que le climat nous force à le faire. Mais peut-être que vous avez raison. Jean-Pierre. Bonjour, merci d'exposer vivant. Oh, il y a beaucoup de choses que vous avez dites qu'on ne sait pas. On sait des choses sur le scientifique, mais sur tout ça, en général, assez peu. Donc, ça valait la peine d'écouter ça. Je voudrais lire je voudrais parler un peu de gouvernance et lire ce qu'a écrit la Cour des comptes en avril dernier. Je relis la phrase pour ceux qui ne l'ont pas vue. Les acteurs du monde de l'énergie, même au sein des administrations intéressées, sont nombreux à ne pas avoir cru dans les objectifs de la loi sur la transition énergétique. Ce faisant, cet outil a failli à l'objectif qu'il s'était donné, celui d'offrir un cadre prévisible et consolidé à l'évolution de la politique énergétique. Alors quand on lit cette phrase qui est assez remarquable et bien ciselée, on a envie de l'appliquer à la France, parce qu'on constate sur les 4-5 dernières années qu'il n'y a aucun progrès, pratiquement aucun progrès, et on peut le dire au niveau de l'Europe, où il n'y a également à peu près aucun progrès, et avec une très forte domination de l'Allemagne et 2 ou 3 autres pays pour définir une politique politiquement correcte. Et donc derrière ça, ça pose vraiment une vraie question politique, c'est que dans les conventions européennes, ce sont les États qui sont responsables au niveau électrique de l'équilibre, de la sécurité, etc.
En même temps, il y a une forte pression de l'Europe pour pouvoir gouverner suivant le mode allemand. Donc ça ne marche pas. Qu'est-ce qu'on fait? Je me souviens, dans le monde écologiste, on disait que c'était les idées qui étaient les moins biodégradables. Et donc, vous avez une idée reçue qui est que les renouvelables, en tout état de cause, c'est bien de toute manière. C'est toujours gagnant, les renouvelables. Bon, et donc cette idée est reçue, imprègne l'esprit de nos politiques, au point que même aujourd'hui, quand on arrive dans une réunion européenne et qu'on dit on va faire 30% de renouvelables, ah non, non, 38, c'est encore mieux, ah d'accord, enfin, donc tout le monde suit, quoi. Et donc cette idée reçue-là est très difficile à combattre. Voilà, et donc c'est votre job un peu, hein, maintenant. Alors, ça commence maintenant, mais vous savez, c'est comme à la roulette. Comme à la roulette. Oh, j'ai perdu. Mais je vais me refaire. Alors j'essaie à nouveau. Eh bien, en Allemagne, donc les renouvelables, c'est pas un grand succès. Eh bien, c'est pas grave, on va continuer, on va faire encore plus. Donc c'est ça le risque. Bon, donc voilà où nous en sommes aujourd'hui. En même temps, les renouvelables, c'est bien, évidemment que c'est bien. Simplement, ce n'est bien que s'il y a autre chose derrière, parce que c'est intermittent. Les renouvelables, c'est aussi la chaleur, et la chaleur, pourquoi on n'en fait pas davantage, etc., etc. Et donc, oui, je suis d'accord avec vous. C'est pas rationnel. Ah mon Dieu, mais si la politique était rationnelle, qu'est-ce que ce serait bien? Est-ce que De Rugy a compris? Je ne sais pas. Merci. Allez, pardon. Merci Brice pour ces rappels historiques et politiques, surtout à travers tes yeux, qui a quand même vu beaucoup de choses. Donc c'est toujours intéressant et je confirme que beaucoup de gens ne connaissent pas tous ces détails et que ça mérite d'être connu. Moi je voudrais te demander ton avis sur la loi de transition énergétique et croissance verte de manière plus précise, parce que la transition énergétique c'est quelque chose d'extrêmement important. C'est le changement climatique, on est au cœur du sujet. Et cette loi qui était bonne dans son principe général, elle est finalement relativement désastreuse à l'arrivée, puisque quand on regarde son contenu, on voit que notamment sur le nucléaire, eh bien, on fixe des plafonds. Or, une énergie qui est bonne et qui n'émet pas de carbone, il ne faut pas fixer des plafonds, il faut fixer des planchers, ça devrait être l'inverse. Donc, avec la EPN, nous, on suggère que le plafond de 63,2 gigawatts soit transformé en plancher de 63 gigawatts. Il suffit de changer un seul mot dans la loi. Et quant à l'objectif de réduction à 50%, eh bien, on pourrait le transformer en, en minimum de 80%, comme on a 15% environ d'hydraulique, ce qui permettrait à la France d'être le premier grand pays industriel à être 100% décarboné, alors qu'on n'a pas de ressources, ce qui serait quand même un exemple extraordinaire pour le reste du monde, parce que ces 80% d'électricité nucléaire, on ne les a pas tout à fait menés jusqu'au bout. Il nous manquait ces 5-6% d'énergie fossile. Or, il aurait fallu quelques réacteurs de plus, finalement, pour y arriver. Et la France, à ce moment-là, ferait vraiment la démonstration totale dont on est déjà très proche, et pour un prix beaucoup moindre que celui des énergies renouvelables. Donc, je voudrais avoir ton sentiment sur ces questions de la loi de transition énergétique et de croissance verte. Et pourquoi est-ce que Macron, qui est un homme intelligent, à ton avis, confirme finalement tout ce qu'a fait François Hollande, alors que je pense qu'il a la capacité pour comprendre et le pouvoir qui lui aurait permis de prendre les bonnes décisions. Quel est ton sentiment? Là, on sort un peu de la question. Mais bon, moi j'ai critiqué la loi de Mme Royal en disant qu'il y a trop d'objectifs. Et donc les objectifs se tuent les uns les autres. Donc c'est toujours la même chose, il faut une priorité. Si la priorité c'est le changement climatique, les autres objectifs doivent être secondaires et servir cet objectif prioritaire. Donc nous sommes d'accord là-dessus, disons. Bon, maintenant l'histoire du nucléaire à 50%, je crois qu'il y avait un certain nombre de personnes qui pensaient qu'après tout, si d'autres sources d'énergie pouvaient faire les 50% de manière décarbonée, après tout, c'était pas mettre tous ses œufs dans le même panier, et pourquoi pas. Donc voilà. Donc à la limite, pourquoi pas. Mais je suis d'accord sur je pense en effet que c'est une erreur de vouloir supprimer le nucléaire ou d'arrêter le nucléaire, et je pense que le mouvement anti-nucléaire auquel j'ai contribué dans ma jeunesse, je dois le reconnaître, a fait beaucoup de tort, fait du tort mondialement, si vous voulez, parce que du coup,
ça déconsidère ou ça contribue à déconsidérer le nucléaire, ça considère à largement exagérer les dangers du nucléaire alors que le charbon est un tueur bien plus important, etc., etc. Ça décourage les jeunes de se lancer dans le nucléaire, etc. Donc ça a beaucoup d'effets négatifs. Bon, maintenant, pour autant, il faudrait que tout de suite on commande quelques réacteurs, les 6 réacteurs, c'est très important, qu'on ait un effet de série, qu'on voit que ça fonctionne, etc. Et par ailleurs, le nucléaire a quand même fait souffrir, hein, excusez-moi, le nucléaire a fait souffrir. Je reste en relation avec les gens qui sont autour de Tchernobyl, et je me rends compte que c'est l'angoisse qui les... C'est l'angoisse qui les mange à petit feu, quoi, parce qu'ils ne savent pas, ils ne savent pas s'ils peuvent faire confiance à la nature. Enfin, c'est quand même dommage pour un écolo de ne pas faire confiance à la nature, on ne sait pas si on va manger des champignons ou pas, si on peut laisser les gamins se balader dans le bois, etc., etc. Il y a un certain nombre de choses comme ça qu'il faut comprendre. Donc, à un moment donné, on a besoin aussi d'empathie pour les victimes de ces accidents, on a besoin de savoir comment on peut faire mieux, etc., etc. Et Fukushima, c'est la même chose. Alors, Fukushima, c'est quand même incroyable quand on regarde ce qui s'est passé à Fukushima, qu'il n'y avait pas de recombinateur d'hydrogène, qu'ils avaient des tensions différentes, il y a 2 tensions différentes dans le système électrique japonais, qu'ils ne savaient même pas lire l'anglais quand on a voulu les aider, enfin, je veux dire, des trucs comme ça, mais bon, c'est comme ça. Et donc, c'est très important, après ces accidents, de prendre toutes les dispositions pour faire mieux, pour les éviter, etc. Et moi, j'ai été grâce à Eric d'ailleurs, très admiratif de l'Organisation internationale des exploitants du nucléaire, ou ANO, où il y a des revues comme ça par les pairs, ou des améliorations. Donc tout ça, c'est tout à fait excellent. Je pense que le nucléaire, c'est comme l'aviation maintenant, c'est-à-dire que c'est aussi sûr que l'aviation, mais évidemment, quand il y a un pépin, c'est mauvais, quoi. Donc voilà, donc oui, je crois que le nucléaire, malheureusement, on lui a fait une réputation, et on a eu tort de lui faire cette réputation. Oui, Dominique René, ça va être très rapide. Ta conférence était formidable. Ma question, ou ma proposition est pourquoi tu n'écris pas un petit bouquin sur cette histoire de l'écologie, parce que tu la connais tellement bien, et à ma connaissance, il n'en existe pas. Voilà. Donc, Tu m'aideras. Gérard. Oui, je vais poser une question sur le remplacement du charbon par le gaz. Il est bien évident que remplacer du charbon par le gaz, c'est bon pour le climat dans les années qui viennent. Mais c'est la catastrophe sur le long terme. Parce qu'on va construire évidemment des installations qui fonctionneront pendant extrêmement longtemps. Donc ça, c'est une chose que je trouve assez dramatique. Si on regarde le climat sur le long terme, je pense que c'est quand même sur le long terme qu'il faut regarder, il ne faut surtout pas remplacer le charbon par le gaz, même si ça peut avoir un petit effet. Et puis j'ai une deuxième question. Vous savez sans doute que quand on pose la question aux Français, ou je pense au-delà des Français, mais enfin l'étude a été faite sur les Français, si on leur demande que si le nucléaire émet des gaz à effet de serre, il y en a 40% qui vous disent, ou peut-être plus que ça d'ailleurs, qui vous disent que oui. Alors c'est un problème de connaissance quand même extrêmement important. Et je donne des cours dans l'école d'ingénieurs. Vous posez la question dans l'école d'ingénieurs, je me suis promis de le faire l'année prochaine, puisque là j'ai terminé. À l'entrée, je vais leur demander s'ils le font, parce que si le nucléaire émet des gaz à effet de serre, parce que je ne suis pas sûr que même des ingénieurs sachent tous très bien ce qu'ils en est. Voilà, donc c'était les 2 remarques. Sur la première remarque, le mieux est l'ennemi du bien. Voilà, donc c'est ça un petit peu, à un moment donné, on essaie d'être pragmatique, on a un allié possible, essayons d'utiliser, et on n'est pas obligé d'être coincé dans le gaz pendant 107 ans. Pour l'instant, le marché du gaz, ce qui est intéressant dans le gaz, c'est la progression du gaz liquéfié. Le gaz comprimé, quoi, liquéfié, puisque à ce moment-là, c'est des bateaux qui le transportent, vous n'êtes pas coincé par un pipe, par un gazoduc, quoi. Jean-Louis. Oui, bon, on a eu un beau tableau du côté politique du climat. Bon, il y a quand même une science du climat. Quelle est l'interface et comment ça se passe? Bon, vous avez donné des exemples de politiques qui avaient une formation scientifique et je dirais que ça n'a pas toujours eu des résultats
satisfaisant, mais comment se passe l'interface, d'une façon générale, avec la science du climat? Dans les négociations internationales, le GIEC, l'IPCC, donc, enfin en anglais, n'est pas remis en cause du tout. C'est intergouvernemental. Donc, si vous voulez, l'interpénétration entre la science et la politique, enfin, et l'administration plutôt que la politique, est assez forte. Le rapport pour les décideurs du GIEC est négocié par des représentants à la fois de la science et des gouvernements. Donc, il y a une interpénétration là extrêmement forte. Ce qui, en revanche, est plus préoccupant, c'est la remise en cause de la science aux États-Unis, par exemple. Et là, il y a vraiment, parce que maintenant les scientifiques font des manifestations pour se faire respecter, si je puis dire. Donc ça, c'est frappant. Vous savez qu'aux États-Unis, la religion joue un rôle très important. Hein, et que dans beaucoup de pays, la religion joue un rôle très important. Il n'y a qu'en France qu'on est très laïque et qu'on croit aux Lumières. Enfin, peut-être pas qu'en France, mais enfin bon, voilà. Donc la question de la science, la question de l'éducation scientifique, la question de la réalité du monde, enfin, comment est-ce qu'on approche le monde est une question extrêmement importante. Bon, c'est préoccupant, voilà, de voir qu'en effet, la marche de la science est entravée en ce moment, qu'on ne lui fait pas toujours confiance et qu'il y a des gens qui préfèrent la religion. Bon, voilà, donc c'est préoccupant. Paul-Henri Rebut, vous ne connaissez pas sans doute, si. Je suis membre correspondant de l'Académie des sciences, donc c'est plutôt une question scientifique. Le problème, c'est que j'ai jamais vu, je les ai cherchés, de démonstration qui indique que c'est le gaz carbonique qui est la cause du réchauffement climatique. Et je pense qu'on ferait bien de regarder un petit peu plus le système qui est utilisé dans le réchauffement, pour calculer le réchauffement climatique. Alors, le gaz carbonique, ou le pourcentage de gaz carbonique est relié à l'augmentation de température ou à la température. Ça, c'est prouvé d'une manière générale, mais ça ne veut pas dire que ce gaz carbonique est la cause du réchauffement climatique. Et ce que j'aimerais voir, au moins, c'est... Parce que les équations sont très non linéaires, et donc c'est très difficile de dire qu'est-ce qui est la cause. Est-ce que c'est la déforestation? Est-ce que c'est le gaz carbonique, etc. Voilà. Voilà ce que je voulais dire. On a quand même quelques climatologues au sein de l'association, qui ne sont pas tous là. Jean, tu es un peu seul, mais il y a quand même des réponses précises à ces questions. Je voudrais faire une réponse relativement simple. Comme vous l'avez dit, on sait que le gaz carbonique doit produire un réchauffement. Si ce n'est pas le gaz carbonique qui produit ce réchauffement, comment expliqueriez-vous que le gaz carbonique n'a pas l'action que la théorie prévoit qu'il doit avoir? Parce que, si je peux répondre à ça, c'est parce qu'il y a plusieurs systèmes avec des liaisons, et ces liaisons, les coefficients de liaison entre les différents systèmes sont ajustés pour que ça colle avec les augmentations de température passées. Ce n'est pas une façon correcte d'un point de vue scientifique de faire. Non, alors ce n'est pas exact. Je vais faire une réponse courte. Ce n'est pas exact. Il ne faut pas confondre la partie ajustement qui se fait sur une période de temps d'observation limitée et la partie validation qui, au contraire, vérifie que tel qu'on l'a ajusté, effectivement, ça reproduit des situations climatiques vraiment différentes de la situation actuelle, des situations climatiques sur des longues périodes. Voilà. Allez, on passe. Attendez, on passe à une autre question. Oui, monsieur le ministre, merci beaucoup. Je vois effectivement, comme un autre collègue, que vous êtes sur une autre orbite de question, mais bon, c'est bien de s'élever un petit peu.
Tout à l'heure, vous avez dit, à l'époque, le diesel, ça m'était égal. Le changement climatique, c'était la priorité des priorités. Est-ce à dire que vous avez changé? Parce que vous dites par ailleurs, les objectifs se tuent les uns les autres, je suis tout à fait d'accord avec vous, et le mieux, c'est l'ennemi du bien. Donc si on s'était un petit peu calmé sur le diesel, on n'aurait pas le bazar qu'on a tous les samedis, et notamment, on n'aurait pas un recul de la fiscalité écologique que vous considérez comme indispensable. Je crois que sur le diesel, c'est la ville de Paris qui l'a emporté, quoi. Voilà. Indubitablement, le diesel produit des poussières très fines, lesquelles poussières sont à l'origine de la noirceur des bâtiments, enfin, et ce n'est pas bon pour les poumons. Bon, alors maintenant, quand vous êtes à la campagne et que vous avez un diesel, ça ne dérange personne, c'est plutôt bon, c'est plutôt meilleur que l'essence. Voilà. Donc la ville de Paris, enfin, les urbains l'ont emporté sur les ruraux et sont allés beaucoup trop vite, à mon avis. Donc c'est une décision irréfléchie, trop rapide, mise en œuvre trop brutalement. Il fallait sans doute trouver un moyen d'expliquer les choses, d'aller plus lentement. Voilà. Donc c'est pas la première fois qu'on fait des choses comme ça rapidement. Hein. C'est tout à fait dommage parce que les urbains, c'est ceux qui vont souffrir le plus de l'augmentation de la température. On sait depuis quelques années que la température va plus s'élever en ville. Hein, je peux vous dire que fin juin 2015 à Paris, il y a eu 3 jours de grandes choses. Moi, au 4e jour, j'étais à la cave. Hein. S'il y avait eu un 5e jour, j'y étais plus. Vous savez, c'est un truc célèbre. On dit il pleut chez les riches, il neige chez les pauvres. Henri. Oui. Merci. Puisqu'on parle d'impôts, Henri Prévost, hein, j'ai commis plusieurs livres, oui. vous connaissez. Voilà. Dans le premier, et trop de pétrole, il y a déjà 12 ans. Et il y a 12 ans, je me souviens, mais je veux dire, comment je vais parler de la fiscalité des produits pétroliers ou des produits fossiles. Comment je vais en parler? Parce que ce qui compte, c'est le prix à la consommation. C'est ça qui oriente. C'est pas l'impôt. On dit que les Suédois ont un gros impôt CO2. Mais bon, Jachia, nous, on a un encore plus fort. On a la TICPE, tout ça, on peut appeler ça impôt CO2 si on veut. Donc, ce qui compte, c'est le prix à la consommation finale. On sait qu'il faudra que ce prix augmente pour que l'on consomme moins d'énergie fossile. C'est le b.a.-ba, c'est évident. L'État ne nous dit pas jusqu'où devrait monter ce prix pour qu'on y arrive. À diviser par 3, diviser par 4, sachant que la neutralité carbone, c'est de la foutaise. Ça, vraiment, il faut s'opposer à ça. Bon, c'est inutile. Donc, c'est le prix qu'on nous donne, la cible. Moi, à mon avis, 2 € par litre à la pompe, on doit pouvoir faire des véhicules électriques et des véhicules hybrides avec ce prix-là. 140 € par mégawattheure ou 1400 € par mètre cube de fuel, ça demande, on va isoler, on va prendre des pompes à chaleur et ça ira bien. On vise ça dans 30 ans et après, mon idée c'était de faire un truc linéaire. Mais c'est peut-être pas malin, on dessine une trajectoire de prix et on attend un petit peu que les progrès techniques font que le prix, in fine, va baisser. Voilà. On n'est pas obligé d'augmenter très vite tout de suite. On a une trajectoire de prix et ensuite, on fixe un impôt pour respecter cette trajectoire de prix. Et quand le prix du pétrole augmente, eh bien, on n'augmente pas l'impôt. Et quand le prix du pétrole baisse, comme il a baissé considérablement il y a 2 ou 3 ans, on augmente sensiblement l'impôt. Mais on s'engage sur le prix. Et j'ai dit plusieurs fois, dans plusieurs écrits que j'ai faits, si on se donne le prix tutélaire du CO2 qui augmente régulièrement comme c'est dans la loi, si le prix du pétrole baisse, c'est inutile. Et si le prix du pétrole monte, c'est la révolution. On a eu les deux. On a eu le prix du pétrole qui a baissé, l'impôt a augmenté et la consommation de carburant a augmenté, quand le prix du pétrole était à 40 $ par baril. Et on a eu, ça a été le déclencheur. On ne peut pas dire que c'est la cause de Gilets jaunes, mais c'est quand même le déclencheur. Et ça, je l'avais annoncé, enfin c'est évident, mais par une grosse faute d'analyse de tous les économistes. Moi, j'ai retrouvé un message que j'ai envoyé il y a 3 ans à 20 économistes en leur disant « Mais vous dites une bêtise, le prix du pétrole, le prix de l'impôt, ce n'est pas la prise en charge des effets externes. » Et j'ai eu un échange de vie pour compléter le message
avec notre ami le prix Nobel, là, Tirole. que nous avons. Et j'ai dit, mon vieux, tu raisonnes comme si l'État du pays consommateur était le seul à pouvoir prélever l'impôt. Et si l'impôt est déjà prélevé par le pays producteur, on ne va pas l'imposer aussi. Voilà. Mais il suffit de dire que ce qui compte, c'est que le consommateur décide en fonction du prix. Donc, l'État doit fixer une trajectoire de prix. Et il faut qu'on le dise tous. Voilà. Et on aurait évité les gilets si on avait suivi ça. Ah oui, il faut dire, vous avez entendu Macron. Il a dit que fixer un prix qui augmente de façon aveugle. Il a dit aveugle. C'est une connerie, enfin, on l'a dit comme ça, mais le mot aveugle, il l'a dit. Hein. Et il a recommandé aux députés de fixer un prix tous les 3 mois en fonction du prix de pétrole. Je rêve pas, il l'a dit. Hein. Donc, j'ai gagné au bout de 12 ans. Hein. Mais il faudrait que tout le monde le dise, ça, maintenant. Une autre question, Eric? Oui, moi je voulais ton point de vue sur la démarche des associations qui attaquent l'État pour insuffisance d'action. Qu'est-ce que tu en penses? L'affaire du siècle. Je pense que ça ne sert pas à grand-chose, donc voilà. Je pense que ça fait parler d'elle, quoi. Bon. Parce que, bon, alors, aux États-Unis, c'est un peu différent. C'est-à-dire qu'il y a des pays qui ont une tradition judiciaire extrêmement forte, quoi, et donc tout le monde est avocat là-bas. Mais en France, on a toujours considéré en France que la politique l'emportait, si je puis dire, sur le juge, quoi. Bon, alors, je ne vois pas très bien en plus, ce qu'un juge peut demander à l'État. Bon, il peut dire c'est pas assez, c'est tout, quoi. Et ensuite, il ne va pas dire à l'État comment faire, il ne sait pas, le juge. Je vais vous raconter une histoire. J'ai, pendant que Corinne Lepage était ministre de l'Environnement, elle a commis une loi sur l'air. Sur la qualité de l'air, c'est une bonne loi d'ailleurs. Hein. Et alors, à l'époque, j'ai copiné avec des communes forestières. Alors, il y avait toutes sortes de communes forestières bien représentées à l'Assemblée nationale, et donc j'ai commis un amendement en disant que toutes les maisons devaient avoir du bois. Allez, ni plus ni moins. Boum, toutes les maisons devaient comporter du bois pour capturer du carbone, pour le stocker. Et donc, les communes forestières étaient ravies, elles ont pris l'amendement, le gouvernement a dit d'accord, et ça a été donc voté. Et donc, la loi sur la qualité sur l'air, il y a eu un amendement adopté, toutes les maisons doivent avoir du bois. Bon, très bien. Alors, l'équipement se demandait comment appliquer le truc, quand même, c'est pas évident. Mais les juges constitutionnels, sur plainte des fabricants de béton, au nom d'une concurrence inéquitable, ont fait annuler le truc. Et donc, la conclusion, c'est que les juges, ils comprennent rien au climat. C'est pas leur truc. Donc, ils n'ont pas compris que le bois pouvait stocker le gaz carbonique. Donc, ils ont dit non, c'est très mal. donc c'est pour dire. Et d'ailleurs, les juges ont condamné aussi l'histoire, je ne sais plus quelle taxe carbone, justement, au motif que les entreprises n'y étaient pas assujetties. Mais les juges avaient complètement oublié qu'il y avait le truc européen qui obligeait à réduire de 2%. Et donc, que les entreprises avaient bel et bien une contrainte. Donc les juges se trompent souvent. Voilà. Enfin bon, je dis ça tout en... In due respect. Oui, vous nous avez parlé, en fait, en tant qu'ancien ministre de l'Environnement, mais vous êtes aussi président d'équilibre des énergies, et je ne sais pas ce que c'est, et j'aimerais savoir ce que c'est qu'équilibre des énergies. Je pense que je ne suis pas le seul. Alors cette association s'appelle Eden Équilibre des énergies. C'est une association d'entreprises qui se consacre à la décarbonation du système économique français. Et ses membres sont essentiellement des gens du bâtiment, des gens de l'industrie automobile, des transports, et des gens de la distribution ou d'énergie. Voilà. Et donc essentiellement électricité et gaz, enfin les chaudiéristes, ils font les deux, quoi. Donc les chaudiéristes, la distribution, il y a Enedis, etc., EDF, et il y a tous les constructeurs automobiles, y compris étrangers, et on essaie de savoir comment, grâce à l'électricité et au numérique, on peut essayer de lier dans un même système, en quelque sorte, l'habitat, la mobilité, comme on dit toujours, et l'énergie.